Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'économie et la signature d'un accord de financement entre le Togo et la Banque africaine de développement. Entrepreneuriat et logement sont les principaux secteurs bénéficiaires des termes de cet accord. À l'étranger, le coup de force au Niger, plus de condamnations à travers le monde. La CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU, la réaction dans cette édition tout à l'heure. Et puis du football, la Coupe du monde féminine de football, deuxième sortie et une victoire pour le Nigeria, victorieux de l'Australie avec une sérieuse option pour les huitièmes de finale. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le 20h. La sécurité et la coopération militaire entre le Togo et les États-Unis, le soutien de Washington dans la lutte contre l'extrémisme violent. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a fait le tour de toutes ces questions hier avec le général Michel Langlais, le commandant d'Africom, commandement des États-Unis pour l'Afrique. Il a été reçu en audience par le président de la République. Today I had the honor of speaking. J'ai eu l'honneur et le privilège d'avoir une discussion avec le président de Togo. Aujourd'hui, nous avons discuté des valeurs partagées que nous avons, les valeurs de stabilité, les valeurs de sécurité, les valeurs de prospérité. Et nous avons également discuté de comment nous pouvons renforcer notre collaboration dans le cadre des partenariats que nous avons déjà avec le Togo et d'autres programmes de partenariat que nous avons. Nous avons également discuté du secteur maritime, ce que le travail excellent que le Togo fait au niveau de sa côte et comment nous pouvons appuyer le Togo à étendre sa capacité au niveau de sa côte maritime. Nous avons également discuté des questions de sécurité, la pression qui est exercée sur la frontière nord du Togo avec les menaces de l'extrémisme violent. Nous avons discuté des approches régionales pour pouvoir renforcer et consolider la situation dans la sous-région. Nous avons discuté et échangé les expériences et les pratiques pour pouvoir aider à renforcer la relation entre nos deux pays. Experience and deep conversations as we expand our partnerships and deepen our relations. Le secteur privé évoqué également dans cette édition ce soir, le secteur privé, ses projets, ses programmes pour en faire la locomotive de l'économie togolaise, telle qu'inspirée par le chef de l'État. Retour ce soir sur les facilités offertes au secteur avec Hilary Chamila. Entre l'État togolais et le secteur privé, c'est un partenariat qui se poursuit et se renforce de jour en jour. Raison de la création en avril 2022 d'une unité de partenariat public-privé. Une volonté du président de la République, Faure Gnassingbé, pour mieux encadrer la cooptation des acteurs privés dans la stratégie de développement du pays. Le secteur privé qui a d'ailleurs été un acteur important dans la réussite du plan national de développement 2018-2022. Un programme quinquennal pour lequel il a été appelé à contribuer à hauteur de 65% des 4 622 milliards de francs CFA. Sa contribution à la bonne marche des projets et programmes a toujours été reconnue par le chef de l'État, qu'il a d'ailleurs rappelé lors du sommet de l'Africa 50 à Lomé. Les financements privés, que j'appelle de mes vœux, doivent entrer dans le cadre global de nos politiques de développement. L'accompagnement des fonds publics par les financements privés doit devenir plus fréquent. Ce n'est pas seulement un impératif budgétaire, c'est aussi un atout en matière de résilience. C'est ce que montrent par exemple les réseaux Internet qui ont été très largement développés par des opérateurs privés, ce qui explique aujourd'hui l'extrême résilience de ces infrastructures. C'est donc dans ce partenariat fécond, autour de nouvelles politiques industrielles, que l'implication du secteur privé dans les infrastructures se construira en bonne intelligence avec les responsables publics concernés. Conformément à la politique ambitieuse du président de la République, le gouvernement cède une partie de ses actifs au secteur privé en vue d'augmenter leur rentabilité, optimiser l'efficacité du secteur,
dans la gestion et l'exploitation de ces entreprises. La détention des participations totales, majoritaires ou minoritaires dans 55 entreprises, le démontre. La Lonato, la CET, le port autonome de Lomé, l'UTB, Sotral, Togo Invest, les hôtels Sarakawa et Kara, entre autres, en sont illustratives. Ce qui a permis à l'État d'enregistrer une augmentation des dividendes de 6% en 2022. Ils ont atteint 15,5 milliards de francs CFA contre 14,6 milliards en 2021, alors que la loi de finances prévoyait des dividendes à 19,75 milliards de francs CFA, ce qui n'est tout de même pas à déprécier. Les dividendes représentent une part importante des recettes non fiscales de l'État. Le pouvoir public compte mettre sur pied une stratégie efficace pour capitaliser sur ses participations financières et atteindre les objectifs de dividendes fixés à 21,8 milliards de francs CFA en 2023. Économie encore, je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, la BAD, la Banque africaine de développement et le gouvernement togolais, ensemble pour aller plus loin. Les deux parties viennent de signer un accord de financement. Premier volet de cet accord, promouvoir les très petites et moyennes entreprises. Deuxième volet, construire 20 000 logements au Togo. Le compte rendu, Carmen Madjiakapou. Les deux accords ici scellés veulent renforcer la croissance économique et sociale du pays. Le premier veut toucher l'emploi des jeunes à travers un projet dénommé « Accompagnement des jeunes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d'emploi ». Il est financé à plus de 28 milliards de francs CFA et va permettre aux très petites et moyennes entreprises d'avoir un accès facile au financement. Le second concerne les logements. Un peu plus de 3 milliards sont mis à la disposition du gouvernement pour mener une étude sur le programme de construction de 20 000 logements au Togo. Ces deux interventions du groupe de la Banque témoignent de notre disponibilité à accompagner le gouvernement togolais dans la réalisation de projets structurants pour le développement économique et social durable et inclusif. C'est pourquoi nous exhortons l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de ces projets et programmes à ne ménager aucun effort dans l'atteinte des objectifs de ces interventions. Le projet d'accompagnement des jeunes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d'emploi représente une étape clé dans les efforts du Togo pour renforcer les compétences des jeunes hommes et femmes entrepreneurs. L'État togolais vient de créer une agence qui va se consacrer uniquement aux très petites et moyennes entreprises. Et ces ressources vont permettre aussi de toucher les jeunes, mais ce sera vraiment à travers l'agence. Donc nous allons voir que l'agence aura un grand rôle à jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Ces projets concrétisent des ambitions de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le coût global du projet d'accompagnement des jeunes hommes et femmes entrepreneurs sur les chaînes de valeur créatrices d'emplois est estimé à un montant de 28,1 milliards de francs CFA. Ce coût est financé par un don du groupe de la Banque africaine de développement de 12,4 milliards de francs CFA et d'un prêt de 2,7 milliards de francs. Et un cofinancement prévu sous forme de don de la République fédérale d'Allemagne à travers la KfW pour un montant de 9,7 milliards de francs CFA, avec une contrepartie togolaise sur le budget de l'État qui s'élève à 3,4 milliards de francs CFA. S'agissant de l'accord de financement pour les études du programme de construction de 20 000 logements à coût abordable au Togo, il porte sur un montant global d'environ 3,1 milliards de francs CFA, dont un prêt d'environ 2,9 milliards de francs CFA et un don de 128 millions. Les fonds qui nous sont octroyés par la BAD donneront au gouvernement les moyens pour conduire des études en vue d'améliorer la qualité de vie des populations par le biais de l'accès à des logements décents, surtout pour les personnes à revenus faibles et intermédiaires. C'est l'occasion
pour moi de saluer la vision de transformation structurelle de notre économie portée par le président de la République, son Excellence M. Faure Essos-Nna Gnassingbé. Je ne peux terminer mon propos sans remercier sincèrement le groupe de la Banque africaine de développement et son président, le président Akéwumi Adesina, et la coopération allemande à travers la KfW. Ces accords entre la Banque africaine de développement et le Togo marquent une étape prometteuse pour le pays. Aujourd'hui, le portefeuille de la BAD au Togo s'élève à plus de 300 milliards de francs CFA. L'actualité, c'est aussi le CAMES à Lomé. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur tient ce jeudi la 45e session ordinaire de son comité consultatif interafricain. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour. Yuri Chamega. Le CAMES, à l'heure de la réunion ordinaire au titre de l'année 2023 de son comité consultatif général. Après 4 semaines de travaux en présentiel et en ligne entre les 19 pays membres de l'institution, place à la validation des résultats de la 45e session des comités consultatifs interafricains. Une session qui enregistre 2706 candidatures, plus que les 2360 de l'année 2022, soit une augmentation de 15%. Ce qui témoigne de la haute portée de ce programme dans l'environnement universitaire et scientifique, qui n'a de vision que pour la qualité de l'enseignement et la crédibilité des diplômes. Nous avons lancé des évaluations du concours d'agrégation, en sciences humaines et du concours d'agrégation en sciences de la santé. Et bien, ces évaluations seront présentées devant le CCG à l'effet de recueillir donc, son avis et de valider un peu ces évaluations et d'en tirer des résolutions. Il y a ce qu'on appelle les titres de travaux où le candidat doit présenter son parcours académique, présenter sa qualité scientifique, quelles sont les publications qu'il a fait, quelle est la contribution. Et ça, c'est assez nouveau, contribution à la communauté et contribution à la société, qui sont deux notions différentes. L'accueil de ce grand rendez-vous de l'intellect africain par le Temple du savoir de Lomé est signe que l'université est en mutation constante et au rendez-vous des grandes innovations. Nous avons déjà lancé un grand chantier sur la qualité de l'enseignement. Et qui parle de qualité de l'enseignement, parle également de la qualité de ses enseignants. Donc cette instance, qui est une grande instance de référence, permet donc d'évaluer nos enseignants et être sûr que nous avons de la ressource humaine sûre pour accompagner sur le plan pédagogique et sur le plan académique. L'assurance qualité dans l'enseignement, le Togo s'y met au quotidien, conscient des défis à relever en termes de compétitivité et des besoins de formation adaptés au marché de l'emploi. Le Togo, dans sa feuille de route gouvernementale 2025, s'est donné comme projet pour l'enseignement supérieur 2 essentiels, à savoir le premier, la révision des politiques enseignantes orientées vers les métiers prioritaires et l'amélioration sensible de la qualité de l'enseignement dans les établissements d'enseignement. L'une des missions confiées est de voir quel enseignement il faudrait pour les jeunes de demain pour que nous puissions réduire le taux de chômage eu égard à la massification des étudiants et des demandeurs de formation dans l'université. C'est pour cela que nous allons lancer au Togo un grand chantier, à savoir le chantier sur les métiers prioritaires d'aujourd'hui et de demain. La présente session va durer 3 jours. À l'issue des travaux sortiront des recommandations pertinentes pouvant contribuer à la bonne marche de cette organisation africaine, le CAMES. Et parvenir à un environnement alimentaire sain, c'est un projet en cours depuis 3 ans déjà dans 5 pays, dont le nôtre. C'est un projet baromètre un petit souci technique, vous l'aurez remarqué. Alors, on revient donc sur le sujet, parvenir à un enseignement, à un environnement alimentaire sain. Eh bien, c'est un projet en cours depuis 3 ans déjà dans notre pays, dans 5 pays et dans le nôtre. C'est un projet baromètre pour les politiques publiques en matière d'alimentation saine. Où en est-on justement? Après 3 ans, eh bien, un résultat a été présenté ce jeudi. Les précisions avec Christine Pétier-Kialoudé. Le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité sont des maladies dues parfois à de mauvaises conditions et habitudes alimentaires. Pour un environnement alimentaire beaucoup plus sain et durable, le Togo a pris l'engagement à travers des politiques et programmes, notamment la politique et le plan stratégique multisectoriel de la nutrition.
Le degré de mise en œuvre est connu après évaluation. Nous avons pu donc montrer que certaines lois donc sont mises en action au niveau élevé, au niveau moyen et au niveau faible. Au niveau du marché, pour que le minimum soit disponible, nous avons vu que l'État fait beaucoup d'efforts. Il faut renforcer le système de contrôle de la qualité des aliments, de la présentation de nos aliments et au niveau surtout les aliments locaux, au niveau de l'étiquetage, au niveau des informations sur le contenu de ces aliments. Est-ce que c'est des aliments qui contiennent beaucoup de sel, beaucoup de sucre, donc tous ces nutriments qui peuvent un peu impacter la santé. Donc, il faut que le consommateur soit informé. Ce n'est pas parce que le niveau de mise en œuvre est faible qu'on dira que rien n'a été fait, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. L'essentiel, c'est de pouvoir les capitaliser et d'aller de l'avant. Le projet est pensé par des universitaires dans le but de promouvoir des environnements alimentaires qui influent sur le bien-être des populations. Cette initiative est à louer et à encourager que vous puissiez multiplier ces actions et surtout rendre disponibles les résultats de ces travaux pour que les politiques publiques puissent s'en servir pour améliorer la gouvernance alimentaire dans nos pays. Que les recommandations issues de cet atelier servent vraiment à améliorer, non seulement au Togo, mais pour toute l'Afrique, parce que c'est une question essentielle. 5 pays de l'Afrique francophone, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo sont bénéficiaires de ce projet soutenu par le Centre de recherche pour le développement international. Il est 20h17. L'actualité à l'étranger. Au Niger, la situation reste confuse et tendue. Les réactions diplomatiques pleuvent à travers le monde. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a demandé ce jeudi que le président nigérien Mohamed Bazoum, séquestré par des militaires qui affirment l'avoir renversé, soit, je cite, libéré immédiatement et sans condition. Un putsch qui fait réagir aux 4 coins de la planète. Même à 17 000 km du Niger, le secrétaire d'État américain en visite en Nouvelle-Zélande fait part de sa préoccupation suite au renversement du président nigérien. J'ai parlé avec le président Bazoum plus tôt ce matin et j'ai clairement indiqué que les États-Unis le soutenaient résolument en tant que président démocratiquement élu du Niger. Nous appelons à sa libération immédiate et nous condamnons toute tentative de prise de pouvoir par la force. Le diplomate évite pour l'heure le terme de coup d'État. Mais la prise de pouvoir par les soldats rebelles est bien un coup porté aux pays occidentaux. Après les changements de régime au Burkina Faso et au Mali, le Niger, qui abrite des bases militaires américaines et françaises, est l'un des derniers alliés de Washington et Paris dans la lutte contre le djihadisme. La France condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force et s'associe aux appels de l'Union africaine et de la CEDEAO pour rétablir l'intégrité des institutions démocratiques nigériennes. Sur le continent africain, les réactions sont multiples. Outre les instances internationales, l'Algérie et d'autres nations condamnent le coup d'État. Le Bénin et le Nigeria, pays frontaliers du Niger, lancent un appel au calme. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, fait aussi part de ses craintes pour l'équilibre déjà précaire de la région du Sahel. Et voilà un coup de force condamné, vous l'aurez compris, par l'Union africaine, la CEDEAO et tous les partenaires du Niger. En Russie, Vladimir Poutine accueille depuis ce matin les partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique. Un sommet sur fond d'inquiétude du continent après l'abandon par Moscou d'un accord qui permettait l'exportation de millions de tonnes de céréales ukrainiennes. Comment rassurer ses partenaires africains 10 jours après avoir mis fin à l'accord qui leur assurait un approvisionnement céréalier et des prix limités? Lundi, Vladimir Poutine prenait la plume sur le site du Kremlin. Je souhaite rassurer sur le fait que notre pays est capable de remplacer les céréales ukrainiennes sur une base commerciale et sans frais. D'autant que nous attendons une autre récolte record cette année. Une dizaine de pays est particulièrement concernée, surtout en termes d'approvisionnement en blé. Depuis des années, Égypte, Soudan, Congo, RDC, Tanzanie, Rwanda, Sénégal ou Madagascar dépendent à plus de 60% du blé en provenance de la mer Noire, qu'il soit russe ou ukrainien. Un chiffre qui montait même à 100% pour le Bénin et la Somalie.
Avant même la rupture de l'accord d'Istanbul, les Russes affirmaient régulièrement que les 33 millions de tonnes de céréales ukrainiennes exportées en un an n'étaient pas destinées aux pays qui en avaient le plus besoin, notamment les pays africains. Le mémorandum ONU-Russie n'est pas du tout mis en place. L'ONU affirme au contraire que 57% de ces exportations sont arrivées dans des pays en développement, notamment l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie et le Soudan. Moscou semble en tout cas déterminé à profiter de la situation pour augmenter sa part sur le marché mondial des céréales. Une tendance déjà amorcée depuis le début de l'offensive en Ukraine, malgré la mise en place de l'accord. Profitant de prix plus bas que son voisin et de récoltes importantes, la Russie est passée de 11,5 millions de tonnes de céréales exportées vers l'Afrique en 2022 à déjà 10 millions pour les 6 premiers mois de 2023. Un pays comme l'Égypte est passé de 50 à 57% d'importation de céréales d'origine russe. Le reste de l'actualité, retour en page nationale. Mobiliser les recettes, oui. Donner de son sang pour sauver une vie. L'OTR s'inscrit également dans l'humanitaire. Son personnel s'est justement mobilisé pour une opération don de sang. Pourquoi? Les explications de Clarisse Aticlé. Le service des douanes de l'Office togolais des recettes OTR, fortement mobilisé pour une cause essentielle, le don de sang. Une opération de collecte de sang à laquelle l'IDAO, agent des douanes et ses collègues ont pris part pour contribuer à sauver une vie. Il y a plein de gens qui sont victimes d'accidents, qui, lors des maladies, ont besoin de sang. Alors, ce qu'on pouvait faire, c'est aussi participer à la guérison et aussi faire quelque chose, contribuer. Le sang ne se fabrique pas, donc il faut qu'il y ait des donneurs, n'est-ce pas, pour donner librement leur sang, parce que quand vous faites un peu un tour dans les centres hospitaliers, les hôpitaux, tout ça là, il y a vraiment un besoin. Cette campagne de don de sang est initiée par l'Office togolais des recettes OTR pour marquer la Journée internationale de lutte contre les hépatites virales. L'association 1000% et celle des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie du Togo se sont jointes également à l'opération. Nous sommes beaucoup plus proches des malades à l'hôpital et tout. Et nous savons ce besoin réel-là de sang qui se fait sentir surtout au niveau des personnes vulnérables. Donc ce qui motive notre association à chaque fois à œuvrer pour la sensibilisation. Pour ces mêmes objectifs, l'ETR s'engage pour la disponibilité du sang en faveur des couches vulnérables. C'est intervenir pour pouvoir avoir des poches de sang disponibles afin de sauver des vies en détresse, les vies des enfants, la vie des femmes en couche, la vie des drépanocytaires, la vie des personnes accidentées. Nous n'avons pas les produits vraiment à chaque fois pour subvenir aux besoins des malades. Donc nous avons besoin des sociétés, des entreprises pareilles pour de temps en temps où on peut aller et collecter les poches de sang en vue de prendre en charge les malades dans nos hôpitaux. Le personnel de l'Office togolais des recettes OTR est également sensibilisé sur la lutte contre les hépatites virales, maladies pour lesquelles ils vont bénéficier de dépistage gratuit, une manière de les aider à s'en prévenir. Et justement, demain vendredi 28 juillet, c'est la journée de lutte contre les hépatites. La maladie tue plus rapidement qu'on ne le pense. Pour la Société togolaise d'hépatogastro-entérologie et d'ancloscopie digestive, eh bien, dépistons-nous. Issaka Aruna. Quelqu'un peut faire mieux? Sur la scène Bella Bello du campus de Lomé, des praticiens de la santé se rassemblent pour échanger avec les étudiants sur l'hépatite, une maladie virale aux conséquences dévastatrices touchant des millions de personnes à travers le monde, notamment les jeunes. La sensibilisation a pour but d'attirer leur attention sur les dangers de cette maladie et de les inciter à adopter des comportements préventifs. Nous demandons simplement à la jeunesse d'abord de pratiquer de l'hygiène corporelle, oui, de pratiquer également les modes de protection quand il y a un rapport sexuel et surtout de se prémunir à ne pas toucher les objets tranchants qui sont utilisés par une autre personne. À quelques centaines de mètres de là, le parking du CHU Campus, transformé en un centre de dépistage. Les participants sont encouragés à se faire dépister afin de détecter précocement la maladie et de permettre une prise en charge adaptée. Monsieur Kanyaya,
informé de l'événement, n'a pas hésité à mobiliser toute sa famille pour cette démarche essentielle de prévention. C'est mon résultat. Oui, les deux sont négatifs. Je suis très content parce que j'avais peur. Je sais que les hépatites, c'est une maladie tellement très dangereuse. C'est pour cela que j'ai décidé d'amener toute ma famille pour qu'on nous dépiste. Les hépatites B et C présentent des taux de prévalence inquiétants au Togo, estimés respectivement à 16 et 8%. Cette journée mondiale constitue une opportunité unique de renverser cette courbe préoccupante et de faire reculer la propagation de ces infections virales. Quelqu'un qui est malade, qui a été infecté par le virus de l'hépatite B, aujourd'hui on peut le soigner. L'hépatite C n'a pas de vaccin. Et donc la seule façon de prévenir l'hépatite C, c'est d'éviter les modes de contamination de ce virus-là. Il faut également prévenir la transmission mère-enfant. Et cette prévention commence par le fait que chaque femme enceinte au cours de la consultation prénatale doit se faire dépister. Au-delà de la sensibilisation et du dépistage, cette journée spéciale permet également aux praticiens de la santé de réfléchir sur les pratiques médicales. L'objectif est d'améliorer l'offre de services aux patients pour une prise en charge plus efficace et une meilleure prévention des hépatites. Et plus de tests aujourd'hui, tests Covid, ni de prise en charge des malades Covid à Niarim. Eh bien, le centre réquisitionné en temps Covid vient de réouvrir ses portes pour sa première vocation, les soins périphériques, justement. Nestor, bonjour, pour plus de précision. Les préfets des régions Kara centrales qui reçoivent des kits de loisirs. C'est l'opération Un canton, un kit qui se matérialise ainsi. Une initiative du ministère des Sports et des Loisirs avec l'appui financier du Fonds national pour la promotion culturelle. Se servir des loisirs authentiquement togolais pour bâtir merveilleusement le présent et envisager sereinement le futur, tel est le leitmotiv du gouvernement et la préoccupation majeure du ministère en charge des loisirs. Les autorités locales adhèrent à cette volonté. Je salue l'initiative parce que par ce geste, désormais, des gens fatigués après les travaux sauront à quoi s'occuper pour chasser le stress, pour ne pas être angoissés. Et surtout que dans ces jeux, il y a beaucoup qui tendaient à disparaître. Et c'est l'occasion que ces jeux reviennent. Nous témoignons notre gratitude aux plus hautes autorités pour cette initiative, parce que ça va permettre à la population de se retrouver, d'échanger autour de ces jeux, de se familiariser, de créer une certaine solidarité autour de ces jeux. Ça amène tout le monde autour de cette vision du chef de l'État qui est la paix, la solidarité dans notre pays. Le projet Un canton, un kit de loisirs, qui à sa première édition est une action qui met en exergue le rôle des loisirs dans l'édification d'une société harmonieuse et stimulant les loisirs togolais dans la dynamique de les sortir de la léthargie pour plus de valorisation, de préservation face à la virulence des loisirs exotiques. Au nom de la ministre des Sports et des Loisirs, Bruno Etier, le directeur des loisirs, a relevé que le département entend se servir des loisirs pour favoriser de nouvelles formes de participation sociale plus volontaires en offrant un cadre et un style nouveau d'apprentissage favorable au libre épanouissement de la personnalité dans une participation plus active à la vie culturelle et sociale et à la réalisation d'un style de vie qui rapproche les peuples. Vous l'aurez compris, Kara, la région de la Kara qui vient de recevoir son lot de kits de loisirs pour ses cantons, des kits de jeux pour un mieux vivre ensemble. On reste dans les sports et les femmes, les médias dans le journalisme, et les femmes donc dans les médias et dans le journalisme sportif. Un colloque international est annoncé par l'Association des journalistes sportifs du Togo, AJST, et c'est au cours d'une conférence de presse. Les précisions avec Laurent Roumavon. Les Super Falcons du Nigeria se sont imposés 3-2 contre l'Australie lors de la deuxième journée de la Coupe du Monde féminine de football 2023 à Brisbane jeudi.
L'Australienne Emily Van Egmond a ouvert le score à la 46e minute avant une égalisation 5 minutes plus tard par la Nigériane Uchenna Kanu. L'équipe nigériane déterminée à affirmer sa domination a rapidement su profiter d'une erreur défensive après la mi-temps pour inscrire un deuxième but, suivi d'un troisième à la 72e minute. Le premier match du Nigeria contre le Canada la semaine dernière s'était soldé par un match nul. Cette victoire est la première d'un pays africain à la Coupe du Monde féminine 2023. Et voilà donc la Coupe du Monde, la victoire du Nigeria qui prend une sérieuse option pour les huitièmes de finale à la Coupe du Monde féminine, ce qui referme cette édition du soir. Toutes nos excuses pour les imperfections constatées tout au long donc, de ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Agnarim, dans Kara, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.